Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 31 mai et on est aux alentours de midi. Alors je commence le vlog de cette semaine aujourd'hui. Le week-end c'est un petit peu prolongé, j'ai mon copain qui est venu me voir, donc il est resté de dimanche à lundi. Donc j'ai un petit peu profité, voilà. Et ensuite hier j'ai pas mal avancé au jardin, j'ai vraiment bien avancé, du coup j'ai pas pris le temps de filmer quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à implanter des nouvelles cultures. En fait je me rends compte que mes plants ont trop longtemps, j'ai trop patienté à vouloir les laisser, les protéger dans ce qui me sert de serre actuellement. Et en fait du coup ils sont pas terribles, enfin, je pense qu'ils auraient besoin d'être implantés plus tôt. Mais le truc c'est que j'ai une grande crainte de ce qui se fasse manger et du coup de perdre tous mes plants. Ce qui s'est avéré en partie, en tout cas ce matin, quand je suis arrivée au jardin, j'ai remarqué que les mauves s'étaient fait vraiment bien manger. Donc heureusement j'ai pas mis tous mes plants dans le même sac, il y en a une partie qui sont pas encore plantés. Donc voilà, assez déçue, puis de l'appréhension toujours, de savoir quand je vais arriver le matin, qu'est-ce qui s'est fait manger ou pas. Pourtant en plus c'était pas leur première nuit dehors aux mauves, mais bon, elles se sont fait manger. Je pense pas que ce sont les chevreuils, on avait vu un lapin la fois dernière et je pense que c'est le lapin qui vient manger certaines plantes. Pour les soucis j'ai pas de dégâts, donc ça c'est chouette. Donc hier j'ai beaucoup planté, donc comme je disais j'ai planté le chardon béni, le chardon Marie, les derniers plants de soucis, de calendula. J'ai mis aussi quelques pieds de tomates, les premiers pieds de tomates. Voilà, j'aime bien, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, je dirais, dans la production, quand on produit comme ça en plus grosse quantité, on va dire. Même si c'est pas des quantités énormes que je fais, mais c'est plus simple de mettre sous forme de planches de culture d'une seule plante. Donc un peu une sorte de monoculture en fait, même bien que sur la parcelle il y ait plusieurs variétés de plantes. Mais je remarque que dans la nature en fait on n'a pas qu'une seule rangée de plantes, voilà, tout est mélangé en même temps. Et du coup je me suis dit, par crainte d'avoir des attaques d'insectes, de limaces ou lapins ou autres, je me suis dit je vais peut-être tenter sur quelques planches de culture à faire un mélange, de mettre une certaine diversité de plantes. Parce que j'ai remarqué, pas que cette année, ça fait déjà depuis que je cultive, donc 3 ans, que aussi, ce que je trouve intéressant, souvent quand on achète des plantes ou quoi, même des légumes, on nous dit qu'il faut les espacer de tel centimètre pour que la plante puisse s'épanouir et bien grandir et donner ses fruits. Et moi je remarque que c'est pareil, toujours dans la nature, les plantes sont vraiment très serrées, la plupart. Et là c'est le cas en fait, j'ai 2 plants de sauge blanche, j'ai un pied de sauge, elles sont l'une à côté de l'autre, assez espacées, mais elles sont l'une à côté de l'autre. Il y en a une qui est vraiment qui est ouverte, il n'y a pas de plante autour d'elle, elle est vraiment, elle peut bénéficier vraiment du soleil et de la lumière sans souci. Et l'autre par contre qui est à côté, il est entouré de millepertuis. Le millepertuis a pris le dessus, il est vraiment énorme, ça fait un buisson le truc. Et je remarque, en tout cas cette année, que celui qui a découvert, il a été bombardé de pucerons noirs, d'élevage de pucerons noirs par les fourmis, alors que celui qui est entouré du buisson de millepertuis, la plante n'a pas de problème, elle n'a pas été attaquée, ou alors très très peu, et ça n'a pas duré longtemps. Et elle est beaucoup plus belle. À la base, en fait, celle qui était entourée de millepertuis, elle était beaucoup plus chétive que l'autre, et là c'est l'inverse, elle a pris le dessus. Elle est beaucoup plus grande et plus forte. Et donc ça me fait réfléchir de constater tout ça. Et c'est pourquoi je me dis que je vais préférer tenter en tout cas de faire des cultures de plantes assez denses. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément avoir l'espace optimal pour s'épanouir au maximum. Mais par contre, ça va créer un écosystème qui va peut-être leur permettre de mieux résister face aux intempéries, face aux insectes et autres. Donc voilà, je vais voir ça cette année, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, si ça va confirmer ou pas mes observations.
Donc ce matin j'ai continué de planter, j'ai aussi du coup couvert le sol, donc soit de foin soit de broyat. Donc le broyat en fait nous on le stocke dans un abri à chevaux au nord, et donc c'est du broyat qu'on a fait tout l'été dernier et pendant l'automne et l'hiver quand on a coupé des arbres, des haies, tout ça. Donc on a une machine spéciale pour broyer, et donc ce broyat est stocké au nord, et donc moi je vais le chercher voilà, avec ma brouette, et ensuite je le mets ici. Donc voilà, je fais un mix de foin et de broyat. Donc pour moi c'est quelque chose de super important de couvrir le sol, à la fois pour éviter de trop arroser, voilà, et aussi pour éviter que les herbes spontanées, les mauvaises herbes comme on dit, ne prennent le dessus. Voilà. Et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de primordial au jardin, que ce soit pour les plantes médicinales ou pour le potager. C'est super important pour, enfin je trouve un message important, quelque chose à retenir, c'est de couvrir vos sols. Vraiment aujourd'hui en plus avec le changement climatique qui se profile, vraiment couvrez vos sols. Dans la nature un sol n'est jamais à découvert et c'est vachement important. Et moi je remarque une terre par exemple que je vais travailler et qui n'est pas couverte, parce que par exemple j'ai enlevé une partie de l'herbe dessus pour pouvoir la travailler justement, et ensuite le sol où j'ai mis du foin, l'humidité en dessous de foin c'est énorme, la terre est vraiment encore très fraîche, très humide, alors que quand elle n'est pas couverte, la terre est beaucoup déjà plus sèche. Ici c'est une terre très très argileuse, et du coup pour le coup elle est plus pratique à travailler quand elle n'est pas couverte parce qu'elle se casse plus facilement, alors que du coup quand il y a du foin ça garde vraiment beaucoup l'humidité. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je recommande vraiment vivement, c'est de couvrir vos sols avec du foin, de la paille, du broyat. Aujourd'hui c'est plus simple de trouver du foin. C'est aussi important de regarder le rapport entre l'azote et le carbone, sachant que le foin est plus riche, en tout cas un foin frais, c'est-à-dire de l'année, est plus riche en azote que de la paille, qui elle est plutôt riche en carbone. L'azote va être plus facilement consommé par les micro-organismes et les vers de terre, et plus intéressant globalement. Après c'est toujours une question de ratio, hein, bien sûr. Par contre il faut savoir qu'un vieux foin est plus riche en carbone qu'en azote. Voilà, c'est aussi... il faut le savoir à l'avance, parce que parfois pour nos cultures on préfère acheter du vieux foin, ce qui est tout à fait logique. Enfin ça dépend après les prix, mais actuellement les prix du foin se sont aussi envolés. Moi personnellement j'ai acheté du foin il y a 2 ans, et j'ai eu un prix, donc voilà. Donc moi c'est ce que je mets sur mon sol, ou sinon du broyat. Le broyat c'est riche en carbone, voilà. En tout cas couvrez vos sols, en tout cas moi c'est un conseil que je donne. On se retrouve dans la cuisine. C'est l'endroit qui me sert pour rempoter. Du coup j'ai pas mal rempoté de plantes là. J'ai divisé des mottes aussi, parce qu'il y a certaines graines en fait je les sème, sont très fines et légères, du coup je les sème ensemble et ça me fait des mottes de plantes comme l'armoise annuelle. Donc là j'ai terminé de diviser ces mottes. J'ai du coup aussi rempoté cornichons et concombres, donc j'ai une petite dizaine de chaque. C'est les graines d'El-País, comme les autres, en tout cas pour les graines potagères. J'ai voulu finir mes stocks, donc voilà, j'ai pris mon sachet de graines, je l'ai mis dans un pot, et puis ça a germé, ça a très très bien germé. Et donc là je les ai mis un par un dans un pot un petit peu plus grand, et puis d'ici peut-être 15 jours je les mettrai en pleine terre. Voilà. Donc pour les cornichons, c'est des cornichons classiques, ils sont pas très gros, et pour les concombres c'est des concombres Noah, mais je tiens à préciser que c'est toujours un peu délicat je pense avec les concombres, il faut pas les laisser maturer trop longtemps parce qu'après sinon ils ont un goût, une amertume, mais c'est immangeable. Du coup cette année si j'arrive à avoir des concombres, je ferai bien attention à les récolter plutôt précocement que tardivement, pour sûr. Voilà. Donc là je vais aller mettre mes cajots. Donc en fait si vous voulez comment dire, je rempote et puis ensuite je mets dans des cajots comme ça, et du coup mes cajots ensuite je vais les mettre sous un arbre, et je passe le jet d'eau
pour pouvoir arroser tout le monde avant de les rentrer dans la tente. Voilà. J'avais eu aussi, je voulais vous parler de ça. Quand j'étais en train de désherber mes plants de sauge blanche, il y a une petite branche qui s'est cassée et du coup j'ai voulu tenter de la bouturer. Donc je suis qu'au début, ça fait à peu près quoi, une bonne dizaine de jours qu'elle est mise dans ce petit pot, donc la voici. Donc quand je bouture une plante, du coup je fais une coupe nette au niveau de la cassure, s'il y a une cassure, ou alors si je coupe, je fais bien attention que ce soit une coupe nette et franche. J'essaye de faire la coupe en dessous d'un nœud. Donc si vous voulez, en fait, sur des tiges, vous avez des endroits où il y a souvent les feuilles, en fait, parfois qui viennent s'intercaler. Et donc ça, c'est un nœud. Et donc je coupe en dessous d'un nœud parce que c'est au niveau d'un nœud, en fait, que les racines vont se créer. Ensuite, je coupe la tête de la future bouture et je coupe à moitié les feuilles qui restent. En fait, c'est important de laisser des feuilles, est-ce que c'est important réellement? Un petit peu, je pense. Ça permet à la plante de toujours faire de la photosynthèse. Mais en même temps, il ne faut pas laisser trop de feuilles non plus parce que sinon elle risque de s'épuiser à mettre toute l'énergie dans ses feuilles. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est que la plante comprenne qu'il faut ce qui est important, c'est qu'elle fasse des racines pour de nouveau s'enraciner et faire une nouvelle tige. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai coupé à moitié mes feuilles, comme vous pouvez voir. Voilà, elles sont à moitié coupées. Donc après, la plante elle cicatrise. Voilà, ici là, la tête a été coupée. Et donc là, je vois à la base, en fait, à la base de la plante, qu'il y a de chaque côté de nouvelles feuilles qui apparaissent. Donc bien sûr, c'est que le tout début du processus, mais en tout cas, c'est bon signe pour la suite. Donc j'espère vraiment que cette bouture va prendre et qu'elle va réussir pour pouvoir potentiellement la mettre à l'automne en terre. On va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je bouture de la sauge blanche. Cette année, j'ai essayé de faire germer des graines. Donc j'en avais mis pas mal. Et il y en a peut-être 5-6 graines quoi, dans le pot. Et j'en ai 2 qui ont germé. Donc bon, le score n'est pas terrible, mais il n'est pas non plus de 0. Les bébés se portent bien jusqu'à maintenant. Voilà, ils me font des belles feuilles. Ils sont encore petits, mais ça va, ça se porte bien. Je voudrais essayer par la suite, j'en ai encore, du coup de faire une autre technique. C'est une technique qui consiste à prendre, pour certaines graines en fait, surtout les grosses graines, parfois qui ont une coque assez dure, c'est pour les plantes en fait c'est une manière de se protéger, mais du coup il faut que, pour que la germination se fasse, il faut que la graine passe par certaines étapes. Et nous en fait quand on veut faire germer des plantes, des graines, on veut parfois que ça aille plus vite que le processus naturel. Donc par exemple pour certaines plantes, certaines graines comme celle de l'échinacée pourpre, il faut que cette graine elle ait une phase un peu de gel, qu'elle est très froide et ensuite une sorte de redoux pour germer. Voilà. Et donc pour aller parfois plus vite, en fait on passe certaines semences au congélateur pendant quelques semaines voire plusieurs mois et ensuite on va les semer. Voilà. Et la graine il y aura un taux de germination qui sera meilleur. Et donc parfois je disais il y a des coques qui sont des coques de semences qui sont assez dures et donc c'est important de les poncer un peu pour fragiliser la paroi et ça permet du coup à la semence de mieux lever, de mieux germer. Donc je vais essayer de faire ça par la suite. J'ai d'autres graines aussi que j'ai jamais réussi à faire germer, comme les graines de Passiflore, Passiflore officinale, Passiflora incarnata. J'ai jamais réussi à la faire germer. Et donc voilà, je voulais tester aussi de faire ça avec sa coque pour essayer de la fragiliser. La réglisse aussi, j'ai pas réussi à la faire germer et c'est des grosses graines. Donc je vais tenter de faire ça avec du papier canson. Du papier... comment on dit? Je sais plus. À poncer, voilà. Ensuite, je voulais dire autre chose aussi, c'est par rapport
à certaines plantes, notamment les plantes méditerranéennes, donc des vivaces comme le romarin, la lavande, la sauge, les lycryses italiennes, tout ça ce sont des vivaces et en fait elles vont être en place pendant plusieurs années au jardin. Quand on est en production de PAM, globalement, moi ce que j'ai appris en formation, c'est que ces plantes on les garde, on va dire elles ont un bon rendement pendant à peu près 5 ans. Donc après, au bout de 5 ans, c'est assez courant de les arracher, de les brûler et puis d'en mettre des nouveaux. Voilà, donc ça c'est tous les 5 ans quand on est en production de PAM. Après, quand on est particulier, c'est pas du tout nécessaire, hormis si on voit du coup par exemple notre romarin est mort, de l'enlever et d'en mettre un nouveau, mais sinon les plantes peuvent prospérer pendant plusieurs années. Et personnellement, si mon activité dure au moins pendant 5 ans, je suis même pas sûre de retirer mes plants de lavande, mes plants de romarin, que sais-je. Je verrai bien en fait année après année pour voir un petit peu si le rendement est toujours intéressant, si pour moi c'est intéressant, pour ma petite production, si c'est pertinent de les garder ou pas, et s'ils sont toujours en bonne santé. Mais voilà, c'est les plantes en fait, c'est vrai qu'en prenant peut-être de l'âge, elles sont moins performantes, un peu comme nous finalement. Pour autant, en fonction de ce qu'on en fait, c'est pas forcément nécessaire de les renouveler. Voilà. J'avais aussi une autre question en commentaire par rapport à mes comptes Instagram, sur quel compte on peut me retrouver. Donc, ce qui est en lien avec mon projet agricole, ma production de PAM, du coup c'est Au Jardin des Femmes. Voilà, c'est mon nom de Instagram. Ce sera aussi le nom de ma boutique et de mon site internet. Et sinon après aussi vous pouvez me retrouver sur Les Herbes Conscientes. Donc ça c'est mon compte, c'est un autre compte professionnel qui est plus autour de la santé féminine, voilà, qui est mon autre, comment dire, c'est un autre penchant de mon travail quoi, une autre facette de mon travail où j'accompagne en naturopathie, symptothermie, etc. sur les femmes pour la santé holistique naturelle. Voilà, globalement c'est Les Herbes Conscientes et Au Jardin des Femmes, les comptes sur lesquels je suis active, bien que Les Herbes Conscientes pour l'instant sont un petit peu entre parenthèses vu que j'ai pas mal de choses à faire ici. En ce qui concerne mon compte un peu plus perso, d'ailleurs que j'ai passé en privé, je publie beaucoup moins de choses là-dessus. Et aussi je tenais à dire qu'en fait c'est toujours un peu compliqué, je donne pas toujours mes comptes Instagram parce que finalement au fil des années j'ai beaucoup changé. Parfois je suis partie, je suis revenue, j'ai changé de nom, etc. C'est toujours un petit peu compliqué pour moi Instagram parce que j'ai beaucoup de passion et d'envie de partage, mais c'est assez, comment dire, parfois les sujets sont assez éloignés les uns des autres, enfin n'ont pas forcément de lien. Et du coup, souvent sur Instagram, quand on suit quelqu'un, c'est pour telle activité, c'est une activité, c'est pas plusieurs. Par exemple, moi, j'adore la santé naturelle, comprendre comment fonctionne le corps des femmes, j'adore le jardinage, les plantes médicinales, les fleurs, j'adore tricoter, la broderie, que sais-je, enfin voilà. Et du coup, c'est des sujets qui sont pas forcément, comment dire, enfin voilà, parfois des gens vont me suivre pour un tel et pas pour un autre, donc bon, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis un petit peu bloquée avec Instagram, je sais pas trop comment faire. Et finalement sur YouTube, je m'y retrouve pas trop mal, vu que peut-être que je me prends moins la tête aussi et que je parle que de tout ce que j'aime, et puis chacun pioche ce qui l'intéresse. Voilà. Mais donc voilà, pour Instagram, j'ai surtout 2 comptes principaux, Les Herbes Conscientes et puis Au Jardin des Femmes. Voilà. Mais écoutez, moi je vais vous laisser pour cette petite séquence. Je vais aller faire de la cueillette. Donc peut-être que je vous filmerai des petites séquences pendant que je cueille. Je pense pas que je vais finalement mettre le carvi aujourd'hui en terre. J'ai préparé mon cajot pour demain parce que je vais pas avoir assez de temps aujourd'hui, et priorité à la cueillette pour le moment, parce qu'il faut quand même avancer aussi pour avoir des plantes séchées à mettre dans des sachets pour faire des tisanes pour la boutique en ligne qui ouvrira prochainement, d'ici quelques mois.
Alors on se retrouve après une petite cueillette d'orties. Je fais une petite pause entre deux pour vous expliquer du coup ce que je fais. Donc pour l'ortie, ici sur les 4 hectares, on a vraiment de très belles parcelles d'orties spontanées. Donc ça c'est vraiment une chance. L'ortie c'est vraiment une grande plante médicinale. C'est vrai que dans beaucoup de jardins, souvent, on essaye de l'éradiquer et pour autant, que ce soit pour nous ou pour notre jardin, pour la biodiversité, c'est vraiment une excellente plante compagne. Donc pour ce qui est de l'être humain, l'ortie, déjà c'est une grande plante qui est riche en minéraux. Donc pour bénéficier un maximum de ces minéraux, on privilégie différentes formes, différentes galéniques. Donc on a l'infusion et puis également la forme d'alcoolature, c'est-à-dire la macération de la plante fraîche avec de l'alcool à 90 degrés. On a également la forme de poudre, donc c'est-à-dire qu'elle est séchée et ensuite on peut la prendre sous forme de gélule ou bien la saupoudrer dans nos salades ou sur nos plats. Si on souhaite la cuisiner, on fera attention à la consommer, à la mettre à la fin de la cuisson afin d'éviter de perdre un maximum de ces minéraux et en tout cas de la cuisson basse température. Donc par exemple si vous faites une soupe avec un vitaliseur Marion, et vous la mettez 20 minutes avant la fin de la cuisson, juste le temps qu'elle puisse cuire, mais pas trop longtemps non plus afin de conserver ses bienfaits nutritionnels. Donc l'ortie riche en minéraux, donc reminéralisante. C'est une plante aussi dépurative. Donc dépurative, ça veut dire qu'elle va soutenir les émonctoires dans leur travail d'élimination des déchets. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a un petit peu un aspect diurétique, mais comme beaucoup de plantes finalement. Généralement quand on prend une tisane, on va plus facilement uriner, voilà, parce que globalement les plantes ont tout un petit peu un aspect diurétique comme ça. Que dire sur l'ortie? En fait le fait qu'elle soit riche en minéraux, ça vient vraiment soutenir nos organes et je pense qu'elle a vraiment un peu un focus sur la sphère rénale. Donc tout ce qui est glandes surrénales notamment, donc sont des glandes qui sont vraiment très importantes dans notre quotidien parce qu'elles nous permettent de nous adapter à notre environnement et ces glandes surrénales sont importantes au niveau de l'adaptation face au stress et puis aussi au niveau des hormones sexuelles, donc notre fertilité. Et donc quand une personne est fertile, c'est-à-dire qu'elle est en bonne santé, voilà, la fertilité reflète notre état de santé. Donc ici, comme vous avez pu le voir à l'écran, en fait, je cueille du coup les sommités des orties, donc plutôt les têtes d'ortie. Je récolte aussi les jolies feuilles, voilà, les belles grosses feuilles, je les récolte aussi. Et puis en ce moment, depuis quelques semaines, l'ortie est en fleurs graines du coup. Donc ces petites graines sont vraiment très intéressantes. Pareil, vraiment, encore plus que l'ortie en elle-même, vu que les graines sont, les futures orties. Donc la plante va vraiment concentrer beaucoup de choses dans ses graines. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, les graines d'ortie. Donc si vous avez l'occasion de récolter de l'ortie quand elle est en graines, en fleurs, n'hésitez pas à le faire parce qu'elle sera vraiment encore plus intéressante que d'habitude. Voilà, donc moi je récolte séparément, je récolte à la fois les orties en graines, donc les têtes d'ortie en graines, mais aussi j'essaye de prendre le temps de récolter simplement les graines, les grandes grappes, et comme ça en fait je les mets à part, dans un sachet à part, et je suis pas encore sûre dans quelle tisane je vais les mettre, mais en fait je pense j'hésite entre, peut-être que je ferai pour les deux, pour la tisane de la grossesse et du postnatal, j'aimerais bien en plus de l'ortie
ajouter à cette tisane des graines d'ortie, encore plus, pour vraiment avoir une tisane qui est très intéressante au niveau nutritif, au niveau des apports en minéraux, pour soutenir cette période qui est très importante, à la fois donc la grossesse pour la création de la vie et pour le postnatal, pour la récupération de la mère et pour qu'elle puisse se sentir bien, en tout cas mieux, et pouvoir correctement gérer son quotidien aussi, et du coup nourrir son enfant par la suite. Voilà, pour ce qui est de l'ortie. Bien sûr, l'ortie a certainement encore d'autres bienfaits, mais j'ai pas tout en tête. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Et puis pour le jardin, c'est vraiment une grande amie aussi, parce qu'elle nous aide, que ce soit pour nourrir la terre sous forme de purin, et même la mettre dans le compost par exemple. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, l'ortie n'est pas si diabolique que ça. Il faut vraiment apprendre à la connaître et je dirais à l'intégrer à sa vie quotidienne, vu que c'est vraiment une plante qui peut vraiment nous soutenir dans les différentes étapes de notre vie. Voilà. Il n'y a pas vraiment de contre-indication pour l'ortie. Vous pouvez la prendre sous forme de cure régulière, par exemple une infusion. Vous pouvez mettre de l'ortie et d'autres plantes dedans, mais vraiment la prendre au quotidien, ce sera que bénéfique. Donc moi je la récolte, si vous voyez à la vidéo, je la récolte à la main. Depuis que je fais de la cueillette, j'ai toujours récolté l'ortie à la main, sans gants. Et jusqu'à maintenant ça me convient, ça me permet d'être présente à ce que je fais et de cueillir en conscience, parce que peut-être que si je suis pas en conscience ou présente à ce que je fais, il y a une petite piqûre de rappel. Et j'aime bien ça, en tout cas pour le moment j'aime bien faire comme ça. Peut-être qu'à l'avenir je changerai, mais en tout cas pour le moment je fais toujours à main nue, et ça me va bien. C'est pas parce que moi je fais à main nue que vous êtes obligé de faire à main nue, hein. C'est juste que j'explique pourquoi je le fais comme ça. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous utilisez l'ortie au quotidien, que ce soit pour vous ou votre jardin. Voilà, des petits conseils, des petites astuces si vous en avez, si vous avez envie de partager ça en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. Voilà, je vous laisse. Bonjour. Alors, on est jeudi 1er juin. Le mois de mai est déjà terminé. Ça passe à une vitesse assez phénoménale. Donc depuis quelques nuits, on a des orages, mais rien de trop violent. Et donc ça permet, voilà, moi je plante et du coup j'arrose, mais du coup la nuit aussi ça arrose, donc ça c'est vachement bien pour les jeunes plants. Et puis la journée il fait assez beau. Aujourd'hui ça reste couvert, il fait pas très chaud, donc c'est vraiment un temps très agréable pour jardiner. On a sorti les bottes tout de même, mais au moins on n'a pas trop chaud, donc c'est déjà ça. Donc ce matin j'ai commencé à désherber et puis à planter de nouveau. Donc ici on est sur une parcelle à l'est. Donc en fait cette parcelle là, en fait j'ai une petite portion que j'ai travaillée à l'automne dernier, où j'ai mis des bulbes de tulipes, de narcisses et puis un pied de pivoine couleur corail. Voilà, donc ça a très bien fleuri pour cette première année, donc au printemps. Les narcisses se sont quand même fait un peu manger. J'avais aussi mis des anémones et des renoncules, donc les anémones pas trop mal donné, par contre les renoncules c'était vraiment quasi zéro. Donc pour l'année prochaine j'aimerais bien mettre les tubercules, d'anémones et de renoncules en pot, une sorte de grosse jardinière ou de grosses bassines en inox, parce que je pense que j'arriverai mieux à les gérer au niveau de la floraison et de l'entretien. Je me dis que j'aurai peut-être plus de chances d'avoir des jolis renoncules et des belles anémones si je les mets en pot qu'en pleine terre. Elles ont tendance aussi à facilement se faire manger par les limaces. Donc voilà, je pense que pour l'automne, l'automne-hiver, je vais me faire une ou deux belles potées de ces plantes-là. Même peut-être ajouter aussi des tulipes. Voilà, parce que finalement, pendant plusieurs années, j'ai acheté pas mal de pots en terre parce que j'avais pas forcément une grande surface pour cultiver et mettre en pleine terre les plantes que j'avais. Donc j'ai une sacrée collection de pots en terre cuite. Et donc je pense que je vais les réutiliser pour faire des jolis pots fleuris.
Donc voilà, je pense que je vais faire ça cet automne. Enfin, je vais commencer à faire ça cet automne. Donc là, j'ai désherbé parce que c'était, il y avait plein d'herbes qui s'étaient mises là. Et donc là, j'ai mis quelques pieds de cosmos rouge. Et je pense que je vais y mettre aussi, donc là j'ai des delphiniums, donc des pieds d'alouette. J'ai aussi des immortelles, des grosses immortelles là, qu'on utilise pour les bouquets séchés. Voilà. Et j'ai aussi autre chose, mais je me souviens plus du nom. C'est de... attendez. Chrysanthème comestible. Voilà. Donc c'est vraiment... La chrysanthème comestible, c'est vraiment une fleur très simple. Avec un gros cœur jaune et puis des pétales. Elles sont de différentes couleurs en fonction des pieds. Donc je vais mettre ça ici, j'en mets un petit peu là. J'avais aussi mis des pieds de capucine qui sont actuellement en fleurs. Et puis après de l'autre côté sur ma parcelle de plantes médicinales, je vais mettre les plants de Carvi ce matin. Et puis un petit peu de fleurs aussi. Faire un mélange de tout ça. Du coup quand je suis arrivée ce matin, j'ai remarqué que les mauves étaient de nouveau mangés. Ce qui restait a été mangé cette nuit et je pense sincèrement en fait que c'est des chevreuils et pas les lapins. Parce qu'il me semble avoir vu une trace déjà de pieds de pattes de chevreuil. Et quand hier j'ai fait le tour au niveau des patates qui sont en fleurs actuellement, j'ai remarqué qu'une des fleurs a été mangée. Et je me dis ça peut pas être les lapins qui viennent au-dessus du plant, donc c'est forcément un animal plus grand. Donc je pense que les chevreuils continuent de passer. Donc voilà, je vais essayer de faire aussi ce matin une protection pour mes pieds de mauve, mettre des petits bâtons et puis un grillage par-dessus, le temps qu'on clôture une partie de la parcelle, parce qu'en fait sur les 4 hectares on va clôturer une portion parce qu'on a un chien et qu'elle n'a pas trop de rappel et qu'elle a tendance à fuguer, donc du coup on va clôturer une portion et donc du coup ma parcelle sera dans cette autre parcelle clôturée. Donc voilà, en attendant je vais faire une protection pour mes pieds de mauve. Voilà. Mais écoutez, je pense que c'est bon pour ce matin. Je voulais vous parler aussi d'autre chose, faire un petit aparté sur les packaging, parce que c'était sur le vlog 6 où je vous avais parlé de ça, que j'allais recevoir des échantillons de packaging pour mes tisanes et autres plantes séchées, formules de plantes séchées. Et en fait, en cherchant, puis en recevant mes échantillons, j'ai remarqué que beaucoup de sachets, en fait, quand il y a un zip fermeture ou alors qu'il y a une fenêtre, c'est fait à partir de plastique. Donc c'est du plastique recyclé, mais ce plastique est fait à partir de matières fossiles, donc du pétrole. Et je suis pas trop chaude pour ça en fait. Je suis pas trop partante pour travailler avec ce type de produit. Donc en fait, déjà il n'y aura pas de fenêtre sur mes sachets. Donc ça je le savais un peu à l'avance, je n'étais pas encore certaine, mais bon, en tout cas maintenant c'est fixé, il n'y aura pas de sachets il n'y aura pas de fenêtre sur mes sachets, pardon. De toute façon sur mon site internet il y aura des photos de la qualité de mes plantes, donc ça c'est pas quelque chose qui m'inquiète de trop. Par contre, en fait je voulais avoir des sachets assez gros format pour les formules de ionistim, bain de siège, etc. Et avec le zip en fait je trouvais que c'était vachement pratique, mais finalement il n'y en aura pas non plus parce que sinon c'est du plastique à partir de pétrole. Donc non, et donc en fait là j'ai passé une commande avec une amie, Elsa, qui sur ecobag.fr il me semble, c'est ecobag en tout cas. Donc c'est des sachets 100% craft, donc recyclables, même voire je sais pas s'ils sont craft recyclés, mais en tout cas ils sont recyclables, il n'y a pas de plastique. Donc voilà, j'ai passé cette commande là sur 3 tailles différentes, donc je vais recevoir ça cette semaine normalement. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien, que ça soit conforme à mes attentes. Je vais tester ça quand je vais recevoir.
voir si tout est ok, j'espère. Et j'ai acheté des languettes en craft aussi, et c'est 2 morceaux de fer dedans pour fermer les sachets. Sachant que pour les plus grands formats, il faudra que je mette du scotch. Donc je vais faire en sorte de trouver du scotch en fibre de cellulose. Voilà. Ouais, je vais faire en sorte de trouver ça. Et puis ensuite, je pourrais m'attaquer aux étiquettes si tout est ok. Donc voilà pour ce qui est des packaging. Sachez que c'est un peu compliqué de trouver, en tout cas pour tout ce qui est, dès qu'il y a de la fenêtre ou alors un zip pour fermer, c'est souvent en plastique recyclable. Et si c'est pas le cas, ça peut être aussi en cellulose. Mais c'est un peu plus compliqué à trouver, j'ai l'impression en tout cas moi. Et sur les sites internet, ils précisent pas toujours en fait, c'est pas hyper clair. Hein. Donc n'hésitez pas à pousser vos recherches si jamais vous êtes dans le même processus que moi, parce que c'est pas hyper clair. Enfin, en tout cas, si vous êtes dans une démarche de, comment dire, de vous regarder de quoi sont composés vos packaging, va falloir un petit peu creuser et voire même téléphoner aux entreprises pour avoir plus d'informations, parce qu'on ne trouve pas grand chose forcément sur leur site internet. Donc voilà en ce qui concerne les packaging pour les plantes séchées. Écoutez, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo et je vais retourner planter. Voilà. Bonsoir, alors aujourd'hui on est vendredi 2 juin, il est bientôt 20 h et donc il a fait très chaud aujourd'hui. J'ai passé la plus grande partie de la journée chez moi sur l'ordinateur. J'avais quelques rendez-vous consultations en symptothermie à honorer, donc voilà, j'ai fait ça et puis j'ai aussi publié un post sur mon compte Les Herbes Conscientes. Donc voilà, un petit peu de travail sur ordinateur, ça change. Et de toute façon, il faisait vraiment très très chaud. Il a fait quasiment plus de 30 degrés au soleil. Donc c'est pour ça j'ai attendu un petit peu avant de sortir pour faire la cueillette d'Achille millefeuille. Donc ici, je suis sur une parcelle en face de la maison que mes parents louent.
Et donc on a vraiment j'ai plusieurs parcelles en fait, plusieurs plants d'Achillée millefeuille en bande. Elles sont magnifiques cette année. Elles sentent très très bon. Vraiment l'odeur est magnifique et splendide. J'ai rarement, je crois que c'est la première fois que j'apprécie autant l'odeur de l'Achillée millefeuille. C'est vraiment superbe. Donc là je l'accueille sous cette forme là, donc en fait vraiment un peu la sommité, avec c'est la fleur qui m'intéresse. Et ensuite une fois chez moi en fait je la retravaille, c'est-à-dire que je garde que vraiment la partie haute de la fleur. Donc je recoupe cette portion là au ciseau. Voilà, comme ça je garde que les fleurs et ensuite je les mets à sécher dans mon séchoir. À propos du séchoir, j'espère vous faire la semaine prochaine, dans le prochain vlog du coup, un point sur mon séchoir vu qu'il est quasiment fini et j'aimerais bien le mettre en place. Donc j'espère que pour le prochain vlog je pourrai vous parler du séchoir que j'ai fait avec ma mère et mon frère. Donc à propos de l'Achillée millefeuille, cette jolie plante très commune en France, est vraiment très intéressante pour beaucoup de choses. En ce qui concerne surtout la santé féminine, c'est vraiment une super plante. Vraiment pas compliquée à cultiver, très spontanée, on la trouve en sauvage. Et donc pour les femmes, elle est vraiment utile pour tout ce qui est la sphère hépatique et utérine. Voilà, c'est vraiment une plante amie qui va soutenir le travail du foie, avoir une action sur nos hormones également. Voilà, c'est vraiment, je dirais, une plante assez basique à avoir dans sa pharmacopée. Donc voilà, moi elle va se retrouver dans pas mal de mes préparations, de mes formules, que ce soit en tisane, pour le ionistim aussi, et puis dans certaines huiles, certains baumes. Voilà, vraiment une grande plante médicinale. On l'appelle herbe charpentier. C'est une grande hémostatique. Donc par exemple, si vous faites une coupure, vous pouvez mettre un vinaigre ou une alcoolature à base d'Achillée millefeuille, ou un baume aussi, par exemple. Elle apaise aussi les piqûres cicatrisantes des peaux. Vraiment très très intéressante comme plante. Moi j'en avais fait il y a peut-être plusieurs années maintenant. J'avais fait un baume à une de mes cousines, une petite cousine qui avait souvent des petits boutons, des piqûres d'insectes. Et ça l'avait beaucoup aidé. C'est vraiment une très bonne plante aussi, voilà, pour les problèmes de peau. Ouais, très très chouette. Et donc elle pousse en abondance dans nos régions en France. L'Achillée millefeuille, on la trouve donc en sauvage, elle est plutôt blanche comme ça. On peut aussi la trouver rosée, je vous montrerai ça juste après, parce que dans mon jardin, là où j'ai cultivé un petit peu pendant les 2 ans où on était ici, maintenant dans cette parcelle là en fait j'ai de l'Achillée millefeuille rose, donc elle est vraiment magnifique. C'est un rose pâle, hein, c'est pas un rose pétant, mais n'empêche qu'on voit vraiment la différence à côté d'une Achillée millefeuille blanche, et j'adore vraiment l'Achillée millefeuille rose, elle a quelque chose de particulier. Il existe aussi l'Achillée millefeuille jaune, par exemple pour les bouquets séchés, de l'Achillée millefeuille couleur cassis, cerise aussi. Voilà, ça c'est des choses que moi j'ai implantées il y a déjà quelques années ici, et puis du coup maintenant je les ai transportées à Aignan, sur ma nouvelle parcelle, pour des semences d'Achillée couleur cerise et cassis. Vous les trouverez sur le site internet Comptoir des graines. Donc ça c'est encore un semencier dont je vous ai pas encore parlé. C'est là-bas qu'il y a pas mal de semences de fleurs que vous pourrez trouver, une certaine diversité. Moi j'avais commandé une fois et globalement les semences étaient vraiment bien, j'ai pas eu trop de soucis. Une fois par contre j'ai eu un souci, du coup j'ai plus jamais recommandé. J'avais commandé des graines de Clitoria, donc c'est une plante de la famille des Fabacées. Qui fait des fleurs un peu bleues, et du coup en infusion ça donne une couleur bleutée à la tisane, un peu comme la mauve, et le Clitoria est intéressant pour tout le système nerveux. Et bref, du coup j'ai reçu mes semences et en fait il s'est avéré que ce n'étaient pas des semences de Clitoria mais des semences de cornichons. Alors énorme déception, vous imaginez bien. Du coup je n'ai plus jamais recommandé chez eux, mais je pense que je le referai pour certaines semences quand même, notamment si j'aimerais bien mettre plus d'Achillée millefeuille de différentes couleurs au jardin, que ce soit pour les bouquets séchés,
Et puis aussi pour les tisanes, parce qu'en fait l'Achillée millefeuille, cerise et puis cassis, en fait elles ont la même forme que celle-ci. Parce que pour vous dire, en fait l'Achillée millefeuille jaune elle est beaucoup plus grosse, elle est un peu différente, elle a un feuillage aussi différent, alors que la cerise et la cassis non, elles ressemblent vraiment à celle-ci, vraiment elles ont des couleurs plus prononcées. Et donc j'aimerais bien les introduire dans les tisanes également, ces Achillée millefeuille colorés, pour donner de la couleur à nos tisanes. Et globalement les Achillée millefeuille ont, peu importe un peu leur couleur, elles ont des propriétés similaires. Une fois que vous sentez qu'elles sont aromatiques, qu'elles ont vraiment cette odeur caractéristique de l'Achillée millefeuille, elles auront aussi des propriétés similaires. Donc voilà, pour l'année prochaine je vais je vais essayer de faire germer plus d'Achillée millefeuille de couleurs, sachant que cette plante elle se reproduit très bien toute seule, elle prolifère toute seule, et une fois qu'elle est installée, qu'elle est implantée, elle va vraiment grandir et faire sa place dans votre jardin. Donc c'est pas la peine d'acheter tous les ans des semences, elle va s'étoffer avec le temps. Donc c'est ça qui est très chouette aussi. Et ça fait vraiment des très belles parcelles colorées, et puis les insectes sont vraiment très contents, c'est une belle plante mellifère. Voilà, donc en tisane elle a une amertume, faut pas la laisser infuser trop longtemps, c'est pas la peine vu qu'après sinon ce sera imbuvable, mais une amertume, mais ça se tolère, franchement ça va. Et après il faut pas hésiter à la mettre avec d'autres plantes pour améliorer notre tisane au niveau gustatif, si on n'est pas trop si on n'aime pas trop l'amertume. Mais voilà, elle se consomme assez facilement. Voilà pour l'Achillée millefeuille, je vais continuer ma petite cueillette. Bonjour tout le monde. Alors ce matin il est bientôt 11 h, on est le samedi 3 juin. Donc c'est le dernier jour où je vais filmer. Il va falloir que je monte tout ça rapidos pour publier dimanche. Donc ce matin j'ai commencé comme toujours en faisant le tour du jardin. Donc la structure pour les mauves fonctionne bien pour le moment. Et donc j'ai vu qu'il y a les plants de Carvi que j'ai plantés jeudi qui ont été un petit peu goûtés. J'espère que ça leur a pas trop plu. Croisez les doigts. Donc ensuite j'ai désherbé tout le tour de la clôture pour vraiment éviter que les ronces, le gaillet-gratteron, les fabacées, tout ça ne prennent le dessus parce que ça va très très vite. En plus comme il pleut, il fait chaud depuis plusieurs jours, du coup tout y pousse. Donc j'ai nettoyé la clôture et qu'il fait déjà assez chaud, hein. Là j'étais déjà en train de bien transpirer ce matin vers 10 h. Donc je vais continuer aujourd'hui, donc j'ai plusieurs choses à faire. Je vais continuer à planter. Et puis je vais rempoter aussi, je vais essayer de rempoter les plants qui en ont besoin. Je vais faire de la cueillette également. Donc j'ai 5 plantes à récolter. J'ai le millepertuis qui est bien en fleurs, qui commence à bien fleurir là. J'ai l'alchimie aussi, un petit peu d'arnica, de l'ortie de nouveau, et j'en ai une dernière, j'ai les roses aussi. Bon, les roses c'est quotidien, pour la majorité des fleurs en fait c'est quelque chose de quotidien. Voilà, et j'en ai encore une autre, le tulsi, le basilic tulsi, voilà, que je vais, c'est la première fois que je vais le récolter. Bon, il n'est pas très beau parce qu'il s'est vraiment fort attaqué par les limaces quand je l'ai implanté il y a plusieurs semaines déjà, donc il est rapidement monté en fleurs, mais bon,
il y a 1 ou 2 plants qui sont assez beaux, donc je vais quand même le récolter pour voir un petit peu au niveau du séchage ce que ça donne, etc. J'ai remarqué ce matin que l'avoine était bientôt a commencé à faire sortir tous ces grains là, ces petites grappes, donc ça devrait pas trop tarder aussi pour la récolte de l'avoine. J'ai mes coquelicots que j'ai semés en même temps que l'avoine qui sont en train de faire leurs boutons, donc je suis contente, voilà, avoir des coquelicots pour qu'on puisse se ressemer tout seul l'année prochaine. Voilà. Par rapport à ce qui est de la mauve, j'ai choisi aussi d'implanter quelques pieds à d'autres endroits, un peu plus cachés, pour pas que justement, comme ça j'ai pas besoin de les protéger en fait dans la végétation, ils se voient pas trop. Je les ai mises en fait dans la portion qui servait avant de serre en fait, il me reste juste la structure. Donc je les ai mis ici, j'en ai mis 3 pieds. Et comme ça je vais voir un petit peu ce que ça a donné, mais pour l'instant il n'y a personne qui y touche, donc au moins j'aurai 3 pieds qui sont safe, voilà, qui vont pouvoir s'épanouir tranquillement sans que personne les touche, si ce n'est les limaces, mais pour l'instant il n'y a même pas de limaces qui sont venues. En fait je remarque que une fois que les plantes, mais globalement hein, pour tous les prédateurs, une fois que les plantes ont bien démarré, qu'elles sont vraiment costauds, elles ont fait une belle croissance, les animaux n'y touchent plus. Et c'est seulement quand ils sont jeunes plants, voilà, les pousses tendres, qui sont vraiment, doivent être très sympathiques, gustativement parlant. Ça les intéresse, mais une fois que la plante commence à prendre de l'âge, de la maturité, ils s'y intéressent plus trop. Donc il faut vraiment en fait que je les protège sur le départ. Voilà. Et aussi, je voulais vous parler de ça. Quand j'ai récolté la menthe poivrée, donc c'était dans le vlog dernier, j'ai gardé des belles tiges qui étaient assez costauds, grosses, et je les ai mises dans un récipient avec de l'eau. Et donc là, elles commencent à sortir tout doucement leurs racines. Donc c'est aussi une technique pour la menthe, c'est de mettre vos tiges de menthe dans de l'eau. Donc c'est pareil en fait, si vous voulez, moi j'ai pris toutes les grosses feuilles, mais il reste en fait les petites feuilles sur les côtés, comme ça, donc qui permet de faire la photosynthèse. Et donc là, le temps en fait que les menthes fassent leurs racines, je les laisse dans de l'eau, et ensuite après je les mettrai en terre, dans des godets, et avec pas mal d'eau pour faire la transition. Donc voilà, c'est aussi une technique qui existe et qui est pas trop mal, qui marche bien pour les menthes en tout cas. Ils sont vraiment pas du tout compliqués au niveau jardinage, hein, les menthes. Voilà. Je voulais, donc il n'y aura pas trop de tricot dans ce vlog là parce que j'ai essayé d'avancer, mais bon, j'étais pas mal quand même occupée au jardin, et je vais attendre la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et continuer d'avancer. Simplement je voulais vous parler d'une chose. Déjà ce week-end là, depuis hier est sorti le vlog, pas le vlog, si, non, le podcast créatif de Cocon Vert Marine, donc que je vais regarder ce week-end, enfin ce week-end, demain, vu qu'on est déjà samedi. Donc demain, je vais essayer de regarder ça, et il y a aussi bientôt le podcast créatif de Ludivine Rose, donc Rose et Balles de Laine, qui va sortir. Donc voilà, ça va être mon petit plaisir week-end. Et c'était grâce à une vidéo je sais plus de qui, mais j'ai découvert une boutique qui s'appelle Tricot et Stitch. Donc c'est une boutique qu'on trouve sur Etsy. Et donc actuellement elle n'a pas beaucoup de stock. Enfin, quand on regarde sur sa boutique, il n'y a pas énormément de choses en vente. Simplement elle propose tous les mois un écheveau particulier, unique, en édition limitée. Et donc pour le mois de juin, du coup je me suis abonnée à son compte Instagram et j'ai vu, donc ça s'appelle Fairy Tale, son écheveau, la teinte de son écheveau. Et donc c'est autour en fait de la magie un peu sorcière, et j'ai trouvé super beau. Et donc j'ai hésité un petit peu, et donc j'en ai quand même pris un.
Donc j'ai pris, donc moi c'est un écheveau fingering que j'ai pris, donc 400 mètres. Et j'ai pris de la laine de mouton d'Angleterre. Voilà, j'ai jamais testé. Donc je vais voir ce que ça va donner. Donc je vais le recevoir d'ici 4 à 5 semaines. Donc quand je le recevrai, je vous montrerai. Je vous mettrai une photo à l'écran pour vous montrer un petit peu les images qu'elle partage sur son compte Instagram sur cet écheveau. Voilà. Apparemment elle en dit plus dans le podcast, elle a un podcast sur YouTube, j'ai pas regardé, peut-être que je regarderai. Voilà, donc en fait c'est la Manache 2023 de la tricoteuse de chaussettes. Et du coup voilà, tous les mois elle sort un nouvel écheveau teinté particulier en fonction d'images, certainement de choses qui l'inspirent. Voilà, donc moi j'ai craqué pour cet écheveau là et donc j'en ai pris qu'un seul. Au départ je m'étais dit je vais en prendrai deux parce qu'en fait je voudrais me faire un top d'été, donc soit un t-shirt soit un petit top, je sais pas encore exactement, mais voilà un truc pour l'été. Et donc je me suis dit bah il faut à peu près 600 mètres de fil pour faire un t-shirt, et donc là il y en a 400. Je me suis dit est-ce que je pars sur 2 écheveaux, donc c'était 24 € l'écheveau. Et en fait je me suis dit que j'achèterais une laine un peu contrastante d'une couleur qui se trouve dans cet écheveau. Et donc j'ai pensé, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu une couleur peut-être qui va revenir, il me semble l'avoir vu quand même dans les chevaux, mais la couleur bleu roi. Je me suis dit comme ça je ferai toutes les bordures de mon top ou de mon t-shirt avec cette laine contrastante. Et j'utiliserai l'écheveau complet pour faire le corps du t-shirt en fait. Et les épaules, enfin ça dépend un peu comment je vais faire, mais voilà, je me suis dit ça. Donc ouais, j'ai pensé à ça, je me suis dit que ça pourrait être chouette. Donc hâte de recevoir cet écheveau. Donc voilà pour ce qui est de la laine. Je vous en parlerai davantage, j'essaierai de bien avancer cette semaine pour avoir plus de choses à vous raconter la semaine prochaine. Voilà, mais écoutez, avant de clôturer sur ce vlog, je voulais vraiment remercier les personnes qui regardent ces vlogs, qui laissent des commentaires aussi. Voilà, ça me fait très plaisir de vous lire. Des commentaires sous la vidéo aussi, mais j'ai eu aussi des messages en privé sur Instagram. Donc merci beaucoup pour vos messages qui me font vraiment très plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et je vous dis à dimanche prochain.